Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir le chargement uniaxial. Lorsqu'on parle de chargement uniaxial, on fait référence à des éléments de barre. Les éléments de barre sont des éléments mécaniques ou de structures qui ne travaillent uniquement qu'en traction-compression. Donc, on va voir dans cette vidéo l'étude des déplacements d'un élément de barre qu'on peut encore appeler barreau de section constante soumis à des efforts de traction. On va également voir l'étude des déplacements de ce même élément de barre, mais cette fois-ci soumis à des efforts de compression. On va généraliser les déplacements pour un élément de barre un peu plus complexe, c'est-à-dire un élément de barre de section variable suivant toute sa longueur, soumis à des efforts variables suivant toute sa longueur. On va clôturer notre présentation par un exemple, dans cet exemple de barre complexe, auquel il sera question de déterminer le déplacement à l'extrémité de cet élément de barre. Donc, on va donc commencer notre présentation par un élément de barre soumis à des efforts de traction. Donc, on va considérer un élément de barre de section constante de longueur L, auquel on va le soumettre à des efforts de traction. Lorsqu'on soumet cet élément de barre à les efforts de traction, la barre va se déplacer en quittant d'une longueur L à une longueur de L moins delta. Donc, dans le cadre de la traction, delta caractérise l'allongement de la barre. Donc, on va donc évaluer la contrainte normale développée dans cet élément de barre lorsqu'on le soumet à les efforts de traction. Donc, on aura donc la contrainte normale qui sera égale à P sur A. Donc, bien évidemment, A qui est l'aire de la section transversale de cet élément de barre. Donc, on aura donc une première expression de la contrainte normale. Donc, vu que nous sommes dans le cadre de la résistance des matériaux, c'est-à-dire on ne dépasse pas dans notre étude le domaine élastique du matériau, donc nous sommes en élasticité linéaire, on peut donc appliquer l'expression de la relation de Hooke. Donc, on a donc la contrainte normale sigma qui sera égale au module d'élasticité fois la déformation, donc E fois epsilon. Donc, on a la déformation qui est égale à la variation de longueur divisée par la longueur initiale. Donc, la variation de longueur qui est L plus delta moins L, ce qui nous donne delta. Donc, on aura donc la contrainte normale qui sera égale à E fois delta sur L. Donc, on a donc une deuxième expression de la contrainte normale. En égalant donc les deux relations de la contrainte normale, on aura donc la relation P sur A égale à E fois delta sur L, ce qui nous permet de tirer l'allongement du barreau, delta. Donc, en tirant donc delta, on aura delta qui serait égal à PL sur AE. Bien évidemment, P qui est l'effort de traction, L qui est la longueur initiale de la barre, A qui est l'aire de la section transversale de la barre et E qui est le module d'élasticité, qui est une caractéristique intrinsèque du matériau. Donc, on va donc voir maintenant le cas d'un élément de barre soumis à des efforts de compression. Donc, pour la barre soumise à des efforts de compression, on va donc considérer le même élément de barre de section constante et de longueur L. On va donc soumettre cet élément de barre à des efforts de compression. Donc, la barre va donc se déplacer en quittant d'une longueur L à une longueur de L moins delta. Donc, dans le cas de la compression, delta caractérise le rétrécissement de la barre. Donc, on va donc évaluer la contrainte normale développée dans cet élément de barre lorsqu'on le soumet à des efforts de compression. Donc, on aura donc sigma qui sera égal à moins P sur A. A qui est bien évidemment toujours l'aire de la section transversale de la barre. Donc, on aura donc une première relation de la contrainte normale étant donc toujours en résistance des matériaux, c'est-à-dire dans cette étude, on ne dépasse pas le domaine élastique du matériau. Donc, nous sommes donc en élasticité linéaire. Donc, on peut donc appliquer la relation de Hooke.
Donc la relation de O qui est sigma égale à E fois epsilon, E qui est le module d'élasticité, epsilon étant la déformation de la barre. Donc la déformation elle-même qui est égale à la variation de longueur divisée par la longueur initiale, on a donc la variation de longueur L moins delta moins L, ce qui nous donne moins delta. Donc on aura sigma qui sera égal à E moins delta sur L, ce qui nous donne une deuxième expression de la contrainte normale. Donc en égalant donc les deux expressions de la contrainte normale, on aura donc moins P sur A qui sera égal à E fois moins epsilon sur L. Donc on peut donc tirer le rétrécissement delta, donc delta qui sera égal à PL sur AE. Donc on retrouve donc la même expression qu'on a trouvée dans le cas d'un barreau en traction. Donc on peut donc généraliser en disant que pour un élément de barre soumis à des efforts de traction ou de compression P, l'allongement ou le rétrécissement de la barre est égal à PL sur AE. Donc, P qui est bien évidemment soit l'effort de traction ou de compression, L qui est la longueur de la barre, A qui est l'aire de la section transversale de la barre et E qui est le module d'élasticité du matériau. Donc, vu que nous sommes en élasticité linéaire, la barre se comporte donc comme un ressort. Donc, on peut donc dire que P est égal à K fois delta. K qui est bien évidemment la rigidité de la barre. Donc, on va donc évaluer à quoi est égale la rigidité de la barre. Donc, on peut donc tirer la rigidité K qui est égale à P sur delta. Donc, en remplaçant donc delta par sa valeur, on a K qui est égal à AE sur L. Donc, on trouve donc que K, la rigidité, est fonction de A, de E et L. Donc, rappelons que la rigidité de la barre est la capacité de la barre à résister à la déformation. Donc, c'est ce qui peut être très intéressant dans le cadre d'un exercice de dimensionnement. Donc, si on veut augmenter la rigidité de la barre, c'est-à-dire si on veut augmenter la capacité de la barre à résister à la déformation, on peut soit augmenter l'aire de la section de la barre, on peut soit choisir un matériau de module d'élasticité un peu plus élevé, ou bien on peut réduire la longueur de la barre. Donc, ceci peut être des paramètres très intéressants dans le cas d'un dimensionnement d'un élément de barre. Donc, pour augmenter donc la rigidité de la barre, c'est-à-dire la capacité de la barre à résister à la déformation, on peut donc jouer sur ces paramètres-là. Donc, on va donc généraliser cette relation de déplacement de la barre pour un élément de barre un peu plus complexe, c'est-à-dire un élément de barre de section transversale, de section variable suivant toute sa longueur. Donc, pour généraliser cette formule, on va donc introduire une longueur infinitésimale dl et passer tout simplement à l'intégrale. Donc, pour un élément de barre complexe de section variable suivant toute la longueur, on va tout simplement passer l'intégrale suivant toute la longueur afin de calculer les déplacements sur toutes les longueurs, sur toutes les différentes sections de la barre. Donc, on aura l'intégrale de 0 à L sur P à E dl. Donc, on va donc utiliser cette relation pour résoudre l'exemple dans cette présentation. Donc, on a donc notre exemple. Dans notre exemple, il est question de déterminer le déplacement de cette barre, le déplacement à l'extrémité de cette barre. Donc, on voit donc que cette barre est divisée en trois sections. Donc, on a donc trois sections, les A3, A2 et A1. Donc, pour déterminer donc le déplacement à l'extrémité, il faudra donc déterminer les déplacements dans les différentes sections de la barre. Donc, on a donc toutes les caractéristiques de la barre, c'est-à-dire on a le module d'élasticité du matériau de la barre, on a les valeurs de tous les efforts appliqués sur la barre. Donc, on a donc delta qui sera égal à l'intégrale de 0 à L, P, AE, dl. On va tout simplement appliquer la relation de chasse sur les intégrales suivant toutes les trois sections de la barre. Donc, on a donc de 0 à 0,9, ce qui correspond à cette première section. FI3, qui est tout simplement l'effort interne
l'effort normal interne qui est développé dans la troisième section, plus la section de 0.9 à 2.1, ce qui correspond à cette section-là, donc de 0.9 à 2.1, ce qui correspond à cette deuxième section de la barre. Donc, dans cette section, on va déterminer l'effort normal développé FI2. Et la troisième section, qui quitte de 2.1 à 2.7. Donc, et on va déterminer FI1, qui est l'effort normal développé dans la section 1. Donc, il sera donc question pour nous de déterminer FI3, FI2 et FI1 pour pouvoir calculer delta. Donc, en faisant donc nos coupures, suivant la première section, en faisant donc nos coupures, on peut déterminer FI1 qui sera l'équilibre égal tout simplement FI1 qui sera égal à T. Sur la deuxième section, en faisant la coupure, on peut déterminer FI2. FI2 en faisant le bilan égal à 0, on aura FI2 qui sera égal à T moins P. Et dans la troisième section de notre élément de barre, on pourra faire une coupure pour déterminer FI3 qui sera égal à FI3 à T moins P plus F. Donc, on va donc tout simplement remplacer FI1, FI2, FI3 dans cette expression pour pouvoir calculer delta. Donc, après, ça va rester tout simplement les résolutions mathématiques. Donc, en remplaçant donc les expressions de FI1, FI2, FI3, on a donc un intégral dont toutes les expressions sont connues. Donc, il suffit juste de calculer l'intégrale. Donc, en calculant l'intégrale, on détermine, en faisant l'application numérique, delta qui sera égal à 0.73 mm. Donc, on voit bien que c'est une valeur très faible. Donc, en réalité, on a exagéré les déformations dans la présentation des éléments de barre au début de la présentation, juste pour que ce soit facile à la compréhension, pour que tout le monde puisse comprendre facilement. Mais en réalité, ces déformations-là ne sont pas perspectives à l'œil nu. Si on prend le cas des éléments de barre en acier, quand on reste dans le domaine élastique, généralement, quand on applique les efforts, vous voyez l'expression, la valeur qu'on a trouvée ici. On a un module d'élasticité qui est égal à 100 gigapascal. 100 gigapascal, c'est déjà un matériau, nous sommes dans les métaux. Ça, on peut considérer que ça c'est le titane. Donc, nous sommes dans les métaux. On voit bien que quand on détermine le déplacement à l'extrémité, on a 0.73 mm. Cette valeur qui n'est pas vraiment perspective à l'œil nu. Donc, si on était dans un cas réel, on ne pourrait pas à l'œil voir cette déformation-là. Donc, c'est pour ça que dans la présentation des éléments de bord, au début de la présentation, on a exagéré la déformation pour que ça soit visible par tous. Mais dans un cas réel, généralement pour les métaux, quand on est dans la déformation élastique, les déformations ne sont pas perspectives à l'œil nu. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi.